Bonjour à tous, je suis très contente d'être parmi vous. Merci à la STGO de m'avoir permis de parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui connaît un très grand essor, un très grand engouement ces derniers temps et ces dernières années, et on la trouve dans tous les domaines, y compris dans l'AMP et y compris, comme vient de conclure Dr Therese, dans la prise en charge personnalisée, dans les stimulations ovariennes, etc. Donc là, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée. L'intelligence artificielle va-t-elle renforcer le time-lapse en FIS? Donc, vous le connaissez tous, et l'objectif ultime des techniques d'AMP, c'est la naissance vivante d'un enfant en bonne santé. Et ces dernières décennies, elles ont été marquées par deux événements qui sont importants, le single embryon transfert et la vitrification, qui ont permis de limiter d'une part les taux de grossesse multiples tout en conservant des taux cumulés de grossesse. Donc l'enjeu majeur, c'est d'optimiser la sélection des embryons à haut potentiel implantatoire. Comment est-ce que cet embryon va être évalué? Donc, le paramètre dont on tient le plus compte, c'est la morphocinétique, qui a montré certaines limites, ce qui a fait en sorte qu'il y ait une émergence d'autres technologies telles que les omics, les diagnostics d'aneuploïdie, la mise en place des incubateurs time-lapse, qui, à ce jour, n'ont pas suffisamment de preuves pour être recommandés d'une façon systématique. Donc, le gold standard qui persiste, c'est la morphocinétique. Une morphocinétique évaluée classiquement, c'est une étude qui est ponctuelle, qui est statique. La fréquence d'observation des embryons, elle est quotidienne et elle est limitée par le fait qu'il ne faut pas rompre l'homéostasie des conditions de culture. La morphologie embryonnaire, elle est variable et elle varie avec le temps, donc ce qui a nécessité et mis en place le développement des systèmes time-lapse depuis les années 2010. Donc, ces progrès-là, ces incubateurs-là ont la capacité d'une part d'évaluer la morphologie, mais aussi d'évaluer les processus dynamiques qui ont lieu durant les premières étapes de développement embryonnaire. Ces systèmes sont munis de caméras qui permettent l'acquisition d'images d'embryons à des intervalles de temps réguliers, ce qui permet d'avoir en moyenne 70 à 90 images par jour sur des plans focaux différents. Et ainsi, l'embryon qui est mis en culture jusqu'à J5 peut avoir jusqu'à 2500, voire 3150 images qui peuvent être traitées et analysées, donc des images dont on va disposer. Les avantages du time-lapse sont indéniables sur le plan du maintien des conditions de culture embryonnaire optimales. Ils permettent une flexibilité et une facilitation de l'observation et permettent aussi un suivi de la cinétique tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Cependant, ils présentent quelques inconvénients qui sont le fait que ça soit très chronophage, donc annoter les embryons et sélectionner l'embryon adéquat prend un temps qui est assez conséquent. L'évaluation reste assez subjective et on est face à une variabilité inter- et intra-observateur. Et puis le coût aussi pose un problème. Donc la question qui se pose, est-ce que l'intelligence artificielle qui est basée sur l'automatisation des tâches, avec l'élaboration d'algorithmes qui sont très précis, améliorerait-elle l'efficacité du time-lapse? Donc pour commencer, revenons un peu à quelques petites définitions, et je ne vais pas m'attarder dessus. L'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'est tout dispositif qui permet de résoudre des problèmes complexes qu'on aurait cru réservés à l'intelligence humaine en imitant des capacités humaines. Il y a plusieurs concepts d'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle a vu le jour en 1930 avec Alan Turing par la construction de programmes informatiques qui se sont adonnés aux tâches destinées initialement à l'homme parce que ça nécessite un certain degré de processus mentaux comme la mémorisation. C'est en 1980 que le champ de l'intelligence artificielle s'est approfondi et on parle de machine learning qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour permettre aux machines d'évoluer grâce à des processus d'apprentissage. Et là, en 2010, à partir de 2010, on parle de deep learning ou apprentissage profond qui repose sur la construction de réseaux neuronaux artificiels qui sont assimilés au cerveau humain et qui va avoir la capacité, la machine va avoir la capacité d'apprendre par elle-même.
Donc là, c'est juste le timeline entre l'AMP, pardon. Comment est-ce que je reviens en arrière? Donc entre l'intelligence artificielle qui a débuté en 1930 et l'intelligence artificielle en AMP a trouvé surtout sa place vers les années 2010 avec l'apparition du time-lapse. Donc, l'intelligence artificielle en AMP, on peut l'impliquer dans différents niveaux, aussi bien organisationnels que cliniques par les protocoles de stimulation personnalisés. Et ce qui va faire l'objet aujourd'hui de notre présentation, c'est surtout l'intérêt de l'intelligence artificielle dans la sélection embryonnaire. Donc, on sait très bien que quand il y a un facteur humain, il y a forcément une introduction d'une variabilité. Donc, l'intelligence artificielle va être plus objective dans la sélection embryonnaire. Donc, dans certaines études qui ont été publiées et qui ont évalué justement la variabilité inter-observateur et intra-observateur, ils ont conclu que le agreement entre les différents embryons était bien, mais ça s'acquiert encore plus avec l'expérience, mais reste non optimal. Les sources de biais et de variabilité sont multiples, donc une fatigue, des émotions, une surcharge au travail, une maladie et l'expérience, tous ces éléments-là peuvent être en mesure de créer cette variabilité. L'intelligence artificielle, elle ne va pas être affectée par ces différents paramètres et d'où elle peut aider dans la sélection embryonnaire et déjà précocement dès le stade zygotique, puisqu'il a été démontré qu'il y a des algorithmes qui permettent de différencier entre un zygote à 2PN et les zygotes avec des anomalies de fécondation avec une précision de l'ordre de 90%. Elle a permis également de classer morphologiquement les zygotes en tenant compte du cytoplasme, en tenant compte de la zone pellucide et de l'aspect des pronoyaux avec des degrés de précision qui sont très élevés. Et elle a même permis l'évaluation à ce stade-là de l'évaluation du zygote et de sa capacité à donner un blastocyste par les mouvements cytoplasmiques analysés par l'intelligence artificielle. Donc, cette intelligence artificielle intervient précocement. Elle peut intervenir également au stade de sélection embryonnaire, au stade de clivage, par la prédiction d'un embryon AJ3 sur sa capacité de donner un blastocyste AJ5 avec une précision de l'ordre de 72%. Elle peut prédire du statut ploïde de l'embryon AJ3 grâce à des algorithmes élaborés et qui permettent d'identifier des embryons aneuploïdes dans 85% des cas. Et puis, elle intervient même dans le cadre du DPI pour préciser la zone au niveau de laquelle il serait souhaitable de réaliser la biopsie et le hatching de la zone pellucide. Qu'en est-il pour les blastocystes? Donc là, l'intelligence artificielle pour la classification des blastocystes prend encore plus de place. Pourquoi? Parce que les classifications habituelles, la classification des Gardner, qui est basée et sur des chiffres et sur des lettres, reste subjective et il n'y a pas de paramètres quantitatifs. Donc le fait d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour standardiser aussi bien l'expansion du blastocèle que le nombre des cellules de la masse cellulaire interne et leur compaction, que l'aspect du trophectoderme, permet de convertir tous ces paramètres en des scores et ces scores-là peuvent être utilisés. Donc, c'est ce qui a été rapporté dans cette étude de Zahn et Hall, qui ont converti la morphologie plastocytaire en un score numérique. Ce score, il tient compte des différents paramètres habituels qu'on évalue au niveau du blastocyste. Et le score final, il consiste en la somme des différents scores que vous voyez. Désolée, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Donc le score final, c'est la somme des différents paramètres, et plus le score il est élevé, mais mauvais est le blastocyste. C'est ce que vous voyez sur cette courbe-là, là je ne vais pas pointer, c'est la courbe qui est en violet, qui montre le taux de grossesse qui baisse
avec le score qui risque, à chaque fois que le score est élevé, le taux de grossesse. Avec un mal temps, ça marche pas. Merci. Donc, plus le score il est élevé, plus le taux de grossesse baisse. Donc, au niveau du blastocyste, le fait qu'il y ait des scores, ça permet d'avoir une classification objective de ces blastocystes. Ça va permettre d'avoir un grade d'une part et de choisir les embryons qu'on va pouvoir soit vitrifier, soit transférer, soit biopsier dans le cadre d'un diagnostic préimplantatoire, puisque là, autant les embryologistes peuvent être d'accord quand il s'agit d'un embryon qui est de bonne qualité, ou au contraire qui est de mauvaise qualité. Donc là, le degré de concordance entre les embryologistes, il est de 1. Autant pour les embryons qui sont borderline, ça va être plus difficile. Donc là, l'intérêt d'avoir recours à des scores standardisés peut trouver sa place. Donc là, c'est ce qui a été démontré dans cette étude-là qui a consisté à comparer la variabilité et le degré de concordance entre l'embryologiste et les machine learning. Et elle a montré une supériorité de ces logiciels d'intelligence artificielle par rapport aux embryologistes. Donc, ceci peut constituer un outil d'apprentissage automatique. Donc, le fait qu'il y ait des outils d'apprentissage automatique pourrait normaliser ce qu'on appelle le seuil minimal utilisable appliqué pour réduire le rejet de certains embryons qui sont viables et qu'on aurait tendance à rejeter parce qu'ils présentaient une qualité inférieure. Qu'en est-il pour l'implantation de ces blastocystes-là? Donc, l'intelligence artificielle peut constituer un facteur prédictif de grossesse. C'est ce qui a été montré dans cette étude rétrospective menée sur 10 638 embryons. Et le modèle a permis de prédire la survenue d'une grossesse clinique à partir de vidéos de time-lapse avec une aire sous la courbe de l'ordre de 0,93%, qui est une bonne chose. Donc, cette étude aussi a confirmé les mêmes résultats sur un modèle élaboré sur des images dimensionnelles d'embryons dont l'issue de grossesse était connue, et ça a permis d'avoir un degré donc, de sensibilité et de spécificité qui sont importants et qui sont assez importants. Et en comparant les résultats par rapport aux données embryologistes, la précision était plus importante pour les logiciels d'intelligence artificielle avec une amélioration de l'ordre de 30%. Pour ce qui est des naissances vivantes, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont parlé qui sont arrivées jusqu'à la naissance vivante comme facteur prédictif pour l'intelligence artificielle, mais les données donc, sont rassurantes, comme l'a montré cette étude rétrospective qui a été réalisée pour prédire sur la naissance vivante à partir de 141 441 images de time-lapse et 470 transferts. L'aire sous la courbe était de l'ordre de 0,64 et les auteurs ont ajouté donc, le fait de combiner l'intelligence artificielle à l'évaluation morphologique par l'embryologiste a permis d'améliorer les résultats et d'être plus prédictif quant au taux de naissance vivante ultérieurement. Donc, ils ont insisté sur le fait de combiner l'intelligence artificielle et la morphologie conventionnelle qui vont permettre d'avoir plus de valeurs prédictives positives et plus de valeurs prédictives négatives. Dans une étude récente, publiée en 2022, là, leur logiciel il a permis d'avoir une aire sur la courbe pour ce qui est de la prédiction des naissances vivantes de l'ordre de 0,96. L'intelligence artificielle, certes, elle a permis de choisir, de sélectionner les blastocystes les meilleurs, de les scorer et de les grader. Elle permet également, elle a trouvé sa place pour ce qui est de la ploïdie blastocytaire. Donc, et ça peut constituer un examen non invasif pour ce qui est de l'évaluation de l'aneuploïdie. Donc, comme l'a montré ce travail mené par Young et qui a consisté à analyser 469 cycles de PGT et de 1800
3 blastocystes ont été évalués. Donc, la particularité de cette étude, c'est qu'il y a eu une vérification externe de ce modèle d'intelligence artificielle sur 155 cycles de PGT dans une période ultérieure, ayant inclus 523 blastocystes. Et ils ont retrouvé que the Haploid Prediction Algorithm qui ont élaboré était capable de prédire du statut haploïde du blastocyste avec une R sous la courbe de 0,8. Donc, pour mettre en place leur algorithme et leur diagramme, ils sont passés par différentes étapes avec, vous voyez, une amélioration de cette R sous la courbe avec le temps. Donc, au début, ils se sont basés juste sur des images de blastocystes, puis ils ont intégré plutôt des vidéos que des images. Ils ont intégré des vidéos du stade de clivage d'embryon clivé jusqu'au blastocyste. Et quand ils ont intégré des données cliniques de la patiente, ça a amélioré d'une façon significative cette concordance et cette cohérence avec une R sous la courbe de l'ordre de 0,80. Donc, là aussi, c'est l'étude dont on a parlé tout à l'heure et qui montre que plus le score du blastocyste était élevé, moins bon était la capacité et l'euploïdie de ce blastocyste, comme vous voyez là sur la courbe rouge. Vous voyez le taux d'euploïdie baisse d'une façon très conséquente au fur et à mesure que le score blastocytaire augmente. L'intelligence artificielle est-elle capable de prédire des fausses couches? Donc là, je n'ai pas trouvé beaucoup d'articles dessus, c'est juste une communication orale qui a été présentée à l'ASRM en 2019 et qui a consisté à développer un modèle d'intelligence artificielle à partir de 3412 images de blastocystes issues de time-lapse. Et ces blastocystes-là étaient transférés dans une stratégie d'un single embryo transfert. Et l'issue de la grossesse était connue, soit naissance vivante ou... Donc il y a eu la grossesse. Après, est-ce que ça a abouti ou non? C'est ce qu'ils ont analysé. Et ça a permis d'avoir une prédiction sur la survenue de fausses couches de l'ordre de 77%. Donc là, je vais parler un peu de notre expérience à l'hôpital Aziza Othmane, qui a débuté depuis une année en collaboration avec l'Institut national des sciences appliquées et des technologies. C'est juste le début et je pense que ça va aboutir à des travaux très importants, qui avait pour objectif d'étudier la capacité des disciplines de l'intelligence artificielle à extraire les caractéristiques temporelles pertinentes, notamment de l'apparition des pronoyaux et les premières divisions cellulaires, proposer une segmentation automatique basée sur l'apprentissage profond pour le blastocyste, donc pour le segmenter en 3 régions, le blastocèle, la masse cellulaire interne et le trophectoderme, et ainsi pouvoir prédire automatiquement de la qualité embryonnaire en se basant sur les résultats de segmentation. Donc, le premier travail qui a été fait, donc, il a permis d'annoter, donc de donner la capacité à ce logiciel d'annoter les pronoyaux avec une sensibilité. Donc là, nos résultats à nous sont sur la première ligne. Donc une sensibilité de l'ordre de 86% avec une précision de l'ordre de 65%. Donc, ces résultats sont similaires à ceux de Gomez et ils sont un peu différents à ceux de Fukunaga. Donc là, ce qui est en cours, ce qui est en train d'être fait, c'est le développement de la segmentation du blastocyste pour pouvoir l'annoter automatiquement. Donc, au vu de tout ce que je vous ai montré, là, l'intelligence artificielle contribue certainement à la sélection embryonnaire, puisqu'elle élimine les facteurs de variabilité dans la classification embryonnaire. Elle peut améliorer ainsi le temps, le TTP, c'est le Time to Pregnancy, et l'intelligence artificielle qui permet de normaliser et standardiser un seuil minimal utilisable pourrait améliorer les taux de naissance vivante en cumulé, puisque ça va permettre de sélectionner des embryons qui étaient voués à être éventuellement éliminés. Donc, il y a un engouement pour l'utilisation et le recours à l'intelligence artificielle et des technologies numériques en médecine de la reproduction. Ça a suscité un très grand enthousiasme et a même gagné du terrain sur le plan commercial, puisque les approches qui sont prônées par l'intelligence artificielle sont
beaucoup plus objective, plus rapide et plus précise. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut être prudent, puisque à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle en AMP peut présenter des limites. Les limites de l'intelligence artificielle émanent du fait qu'il y ait très peu d'études cliniques randomisées. Donc là, dans cette revue de la Cochrane publiée en 2019, qui a inclus 9 essais cliniques randomisés, portant sur 2955 couples, donc l'objectif était de comparer un time-lapse avec une évaluation conventionnelle versus un incubateur standard avec une culture interrompue, d'évaluer un time-lapse avec un logiciel, donc muni d'un système, d'un algorithme, versus un time-lapse d'évaluation conventionnelle pour voir justement s'il y a intérêt à utiliser ces logiciels. Et la troisième comparaison était le time-lapse avec logiciel versus un incubateur conventionnel. Donc, les résultats primaires étaient les naissances vivantes et les grossesses évolutives et les taux cumulés de ces taux-là, le taux de mortalité, et les résultats secondaires étaient les grossesses cliniques et les taux de grossesse cliniques cumulés. Donc, pour ce qui est des naissances vivantes, il n'y a pas eu de différence, aussi bien donc ce premier diagramme ne montre pas de différence entre culture conventionnelle et time-lapse sans logiciel. Là encore, on n'a pas trouvé de différence entre un time-lapse avec ou sans logiciel. Et si on comparait une culture conventionnelle versus une culture dans un time-lapse muni d'un logiciel, il n'y avait pas non plus de différence. Donc, les auteurs ont conclu qu'il n'y a pas vraiment de données suffisantes pour trouver des différences en termes de naissance vivante et de grossesse évolutive et pour choisir entre un time-lapse muni avec ou sans logiciel et un incubateur conventionnel. Dans une étude récemment présentée au dernier ESHRE 2022, qui a porté sur 1731 couples et qui a consisté à évaluer la morphologie des embryons AJ3. Donc, ils ont fait 3 groupes. Ils ont comparé un time-lapse muni d'un logiciel, l'EVA, avec une culture ininterrompue, un time-lapse avec une culture ininterrompue, mais la morphologie était standard, et le groupe contrôle, qui était les embryons ont été mis dans un même incubateur, mais avec une culture interrompue. À chaque fois, on faisait sortir les embryons pour les évaluer. Et leur conclusion aussi n'a pas montré. Donc, au bout d'une année, il n'y a pas eu d'amélioration de taux de grossesse évolutif et après transfert d'embryons frais. Là, ils n'ont pas parlé. Donc, le cumulé n'a pas été très abordé. Donc, parmi les limites de l'intelligence artificielle, la plupart des modèles qui sont établis sont faits sur des échantillons assez réduits, spécifiques et dans des conditions particulières. Donc, on n'a pas, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, au fur et à mesure, plus les données sont importantes, plus l'output il est plus solide et plus important. Donc là, il y a des difficultés de disposer de grandes quantités de données en AMP parce que tous les centres ne sont pas normalisés. Et il y a donc la question qui se pose sur la reproductibilité et l'applicabilité dans d'autres conditions. Donc si on va avoir les mêmes résultats, si on utilise le même logiciel dans un autre centre. Les algorithmes d'apprentissage automatique développés pour l'évaluation des embryons nécessitent des paramètres d'entrée qui, eux, sont fournis par l'utilisateur, qui est, en l'occurrence, l'embryologiste. Donc cet apprentissage dépend de la qualité des données dont il dispose et donc leurs prédictions vont dépendre des classifications déjà existantes, ce qui peut constituer une limite à l'amélioration des résultats. Donc, il faut se poser la question, comment est-ce que cette intelligence artificielle va se comporter avec des données qu'elle n'a jamais vues auparavant. Donc, un signal qu'elle n'est pas censée reconnaître, si elle le reconnaît, ça peut au contraire être, c'est le revers un peu de la médaille et ça peut être délétère. La plupart des modèles d'intelligence artificielle présentent une certaine opacité.
il y a la black box, c'est-à-dire il y a une partie du processus qui est ininterprétable, qu'on ne peut pas interpréter. Et là, ça peut soulever des problèmes éthiques, des problèmes de transparence, et même par rapport à nous ou par rapport aux cliniciens, parfois on a du mal, si on ne comprend pas quelque chose, à expliquer aux patients ou à expliquer au couple. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le coût qui va être assez conséquent et dont il faut tenir compte. Pour la plupart des modèles que je vous ai montrés et qui existent dans la littérature, il n'y a pas de contrôle externe. La plupart des contrôles qui ont été faits sont des contrôles internes, comme le montre cette revue de la littérature qui a inclus 20 papiers et tous les modèles n'étaient validés que d'une façon interne. Donc, pour conclure, bien qu'à l'heure actuelle, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'amélioration des résultats n'est pas prouvée dans la littérature et nécessite des modèles d'intelligence artificielle interprétables et rigoureusement évalués par des essais contrôlés, randomisés, que moi je reste convaincue qu'ils vont finir par arriver, donc c'est une question de temps. L'intelligence artificielle donc s'impose comme un outil prometteur pour résoudre de nombreux défis dans le domaine de l'AMP avec un camp de temps incommensurable, expliquer aux couples, aux patients avec des données assez robustes, des valeurs exactes, les chances de succès. Et ça va permettre surtout d'aider les cliniciens à prendre des décisions et atteindre l'objectif ultime qui est la naissance d'un bébé vivant et en bonne santé. Je vais finir par deux citations je vais citer Melanie Mitchell qui a dit « We should be afraid not of intelligent machines, but of machines making decisions that they do not have the intelligence to make. » Donc, on ne doit pas avoir peur des machines, mais on doit être là, on doit faire partie que ces machines ne se libèrent pas de l'homme. Donc, l'homme doit être là pour contrôler ces machines-là. Et donc, moi, en faisant cette présentation, j'ai appris beaucoup de choses. C'est un domaine qui est très vaste et je demeure convaincue qu'avec les années et au fil des ans, il va prendre encore plus de place. Et je demeure convaincue qu'il faut absolument que cette discipline soit enseignée et dispensée dans nos facultés pour pouvoir justement profiter, donc pour que ça va avoir une valeur ajoutée à nos étudiants, pour pouvoir comprendre et ne pas être, donc là, comme l'a dit Stewart Brand, once a new technology rolls over you, if you are not part of the steamroller, you are part of the road. Donc on doit être plutôt des acteurs et non des sujets. Et donc là, on doit faire partie plutôt du rouleau compresseur et ne pas être écrasé comme la route. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Qassem, pour cette belle présentation. On passe aux questions. Oui, Dr Khrouf. Bonjour, Dija, je te félicite, hein, tu nous as fait rêver et je reste sur ta dernière citation parce que vraiment, je pense que autant que quand la science était basée que sur les essais randomisés, nous avions peu de moyens de les mener, autant cette nouvelle science, elle est basée sur l'exploitation des données rétrospectives. Oui. Et donc c'est une chance inouïe pour nous de faire partie, comme tu dis, pas du chemin de ceux qui suivent, mais de ceux qui mènent. Avec le nombre de cycles qui est fait en Tunisie, on a une chance incroyable parce que c'est à notre portée. Mais ça inclut que les données soient saisies électroniquement dans l'activité quotidienne pour pouvoir les exploiter et aussi faire le pont avec ceux qui font l'intelligence artificielle, à savoir les ingénieurs et les start-upers. Et donc, je pense que... Alors, j'ai vu que l'équipe de Source, dernièrement, avait beaucoup de ponts avec les ingénieurs qui font l'intelligence artificielle. Je pense qu'on devrait en faire de même ici à Tunis et inclure directement ces start-upers qui cherchent les données à utiliser. Pour eux, c'est une matière première qui est très riche.
Oui, Est-ce qu'il y a, j'ai vu travail en cours, est-ce qu'il y a ce genre de projet à l'hôpital Aziz Othmane? Oui, c'est ça. Donc, le travail que j'ai exposé, il est fait à Aziza Othmane en collaboration avec l'INSAT, avec des étudiants en ingénierie et qui sont en train de... C'est juste le début, mais je pense que on aura l'occasion de présenter nos résultats. L'intelligence artificielle, comme j'ai fini, donc ça va s'imposer et je pense que lors d'autres sessions et d'autres congrès, ça va trouver beaucoup plus de place. Et donc, je suis sûre que ce n'est que le début et je pense que oui. Donc, le travail, il est en cours. Alors, comme les modèles sont les plus robustes sont avec les données les plus importantes, nous sommes ouverts à participer à ce travail. Voilà. Très bien. Vous êtes les bienvenus. D'autres questions? Allez, on passe. Oui, docteur Braham. Bravo Khadija pour ta présentation. C'est pas une question, c'est juste un commentaire par rapport à ce que Mohamed vient de dire. En fait, Mohamed, quand on saisit les données en rétrospective, ça nous permet d'avoir des résultats et de surtout nourrir la machine. C'est ce qui est le plus difficile. En fait, ce qu'on est en train de faire à l'hôpital Aziz Othmane, c'est d'essayer de nourrir les machines avec des images, avec des traitements d'images. C'est très chronophage, hein. C'est extrêmement chronophage. L'INSAT, vraiment, les étudiantes sont excellentissimes. Elles ont joué le jeu. C'était des projets de fin d'études, mais je pense qu'elles vont continuer pour des thèses de sciences. Là, actuellement, on est dans la première étape des machines, donner des images, essayer de trouver un algorithme qui nous convient à notre quotidien pour pouvoir établir des résultats par la suite. Mais on est vraiment à la première étape qui est très, très chronophage. Mais je pense que ça va aboutir dans quelques années à des algorithmes, j'espère, tunisiens. Mais ça dépend aussi de la quantité des données. Oui. Parce que si l'intelligence artificielle ne peut être faite que si on a des données numérisées et en grande quantité. Sinon, d'où l'intérêt d'ailleurs dans l'avenir peut-être de collecter les données à l'échelle nationale, parce que plus on a de données, plus l'intelligence artificielle est efficace. Je suis entièrement d'accord. Et l'autre idée, Khaled, si tu permets, c'est d'inclure nos données, par exemple dans le groupe Poséidon, pour pouvoir les intégrer, pour avoir un big data, et ça va être démonstratif au niveau des résultats. Merci, Khadija.